Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Alors, ce soir, gracieuseté de Loisirs et Sport Montérégie, on vous présente une athlète là, qui a plus vraiment besoin de présentation. La façon qu'on va procéder, c'est super simple. On va rapidement là, faire une petite présentation de Loisirs et Sport Montérégie, de notre athlète invité. Ça va être une petite présentation vidéo que je vais vous partager par écran. Ensuite, Catherine va nous faire sa présentation. Il va y avoir une période de questions. Sentez-vous bien à l'aise de lever la main. Si vous êtes gêné de parler, simplement écrire dans le chat. On va utiliser vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais faire un partage d'écran pour faire une première petite présentation. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième d'une série de 4 conférences intitulées La flamme brûle toujours, une initiative de Loisirs et Sport Montérégie. Loisirs et Sport Montérégie, c'est un organisme qui coordonne différents programmes à Montérégie. On pense entre autres aux Jeux du Québec, aux activités de filles actives également, à secondaire en spectacle pour n'en nommer que quelques-uns. Un autre mandat de Loisirs et Sport Montérégie, c'est d'accompagner, de soutenir les municipalités, les associations et les écoles dans leur propre offre de services en loisirs et en sport. L'idée derrière cette série de conférences-là, c'est pour soutenir les athlètes qui ont raté leur finale des Jeux du Québec. Bien sûr, on pense à Rivière-du-Loup qui a eu lieu la semaine dernière, mais aussi peut-être les reports de Laval qui finalement auront lieu cet été. Alors, c'était une façon pour nous de vous dire, continuez à travailler fort, on vous soutient et surtout, gardez votre motivation. Notre athlète invitée ce soir, c'est en judo, Catherine Beauchemin-Pinard. Elle est sextuple médaillée des championnats panaméricains. Elle est médaillée de bronze dans les 63 kilos aux Jeux de Tokyo. Elle et sa collègue Jessica Cricket qui sont devenues les premières judokas canadiennes de l'histoire à remporter une médaille olympique. Et ce qui est intéressant de son histoire à Catherine, c'est que cette consécration-là vient 5 ans après avoir pris la décision plutôt de changer de catégorie de poids. Alors, toujours une grande décision, mais vraiment ce soir, pour vous, elle vous partage son parcours et elle revient tout juste des Olympiques avec une médaille au cou, bien sûr, les Jeux d'été. Bonne soirée à tous. Alors, Catherine, la salle Allô est... tout le monde? Allô, Ça va allô. bien? Je m'appelle Catherine Beauchemin-Pinard. Je vais faire un partage d'écran aussi. J'ai préparé une diapo. On va aller. OK. Est-ce que tout le monde voit ma diapo? Ça a l'air bien. Mon nom, c'est Catherine Beauchemin-Pinard, médaillée de bronze aux Jeux olympiques. C'était une belle présentation. Merci de l'invitation, Montérégie, pour me présenter puis faire cette belle conférence. Tout d'abord, mon histoire, comment, en fait, je me suis rendue à faire du judo. En fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, je n'étais vraiment pas sportive. Je faisais du patin 2 minutes, puis j'étais essoufflée. J'avais aucune capacité dans le sport quand j'étais jeune, en tout cas. Et mes parents n'avaient jamais pensé que j'allais faire une carrière en sport. Donc, mais il fallait absolument, selon mes parents, ils voulaient absolument qu'on s'inscrive dans un sport en tant que tel. J'ai essayé beaucoup de sports, le soccer, j'ai essayé la danse, j'ai essayé... je vais juste changer mon écran parce que je ne vois personne. Ah, là, c'est mieux. Ouais, parfait. J'ai essayé la danse, j'ai essayé la trampoline, puis il n'y avait rien qui m'attachait vraiment. Donc, j'ai essayé vraiment de m'identifier à un sport parce que mon frère et ma soeur, eux, ils avaient vraiment un sport à eux, un sport qui leur intéressait. Ma soeur faisait du soccer, mon frère faisait du taekwondo. Et tout bonnement, un jour à l'école, quand j'avais 9 ans, j'ai fait une lecture sur Nicolas Gill, qui est un grand champion aussi en judo, et qui disait dans son texte qu'il avait eu la piqûre pour le judo. Donc, moi, je suis arrivée le soir tout bonnement et j'ai demandé à mes parents Maman, papa, je vais avoir la piqûre pour le judo, je veux essayer le judo. Eux, un peu sceptiques à cause que je n'étais vraiment pas sportive. Notre fille veut faire un sport de combat, pas trop sûr. Ça leur a pris un peu de temps à m'inscrire, mais avec ma ténacité, j'ai été capable de les convaincre de m'inscrire au judo. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire du judo. Et je suis tombée en amour, en fait, avec le club que j'ai commencé à faire le judo à Saint-Hubert. C'était comme une deuxième famille pour moi. Je me suis vraiment attachée à ce club-là. Puis, par la suite, pour se rendre à l'international, ça a été vraiment tranquillement, mais sûrement. Je ne me suis jamais trop dépêchée. J'ai été une étape à la fois.
J'ai commencé par les régionales pour me sélectionner aux Jeux du Québec. J'ai participé aux Jeux du Québec aussi, où j'ai fait première. Ensuite, je me suis sélectionnée au championnat canadien et aux Jeux du Canada, où j'ai fait première aussi. J'ai fait troisième aux Jeux panaméricains, deuxième aux Jeux panaméricains et troisième aux Jeux de la francophonie. Donc, ça a vraiment été une étape à la fois. Je n'ai jamais vu trop loin. Ça a été tranquillement, mais sûrement jusqu'aux Jeux olympiques. Et je n'ai pas commencé à rêver aux Jeux olympiques non plus avant que j'aie l'impression que ça soit possible. Oh, ça ne va pas changer. Ah! Et c'était comme ça, en fait, que je me suis ramassée à avoir la médaille aux Jeux olympiques. Pour ceux qui ne savent pas vraiment c'est quoi le judo, juste une petite introduction au judo. C'est un sport de combat, comme je l'ai dit plus tôt. C'est un sport où on agrippe le judogi pour renverser le partenaire. En fait, il faut faire des projections pour être capable de chercher des points et gagner le combat. Sinon, il faut faire des immobilisations au sol, 10 à 20 secondes, clé de bras ou étranglement, mais ça, c'est à partir d'un certain âge, pour avoir une soumission et gagner le combat. Donc, ça, c'est qu'est-ce que ça ressemble le judo en tant que tel. Puis, je voulais vous parler un peu c'est quoi le judo, à cause je vais montrer quelques vidéos plus tard. Donc, projection, clé de bras, étranglement et immobilisation. On ne donne pas de coups de poing, coups de pied au judo. C'est vraiment plus, comment je pourrais dire, plus, ça ne fait pas moins mal, parce que les projections, c'est quand même dur sur le corps, mais c'est moins d'impact avec des coups de poing et des coups de pied. Tout d'abord, en effet, j'ai fait des Jeux de Tokyo en 2020, puis il y a beaucoup de personnes qui vont se rappeler de moi comme la médaille aux Jeux de Tokyo en 2020, mais j'ai aussi participé aux Jeux de Rio en 2016. J'ai perdu au premier tour et ça a été quand même une grande déception pour moi parce que quand je suis arrivée aux Jeux de Rio en 2016, j'avais beaucoup d'attentes de résultats. J'étais presque sûre que j'allais être capable de faire un résultat au jeu. Les filles, en fait, qui sont embarquées sur le podium finalement à Rio en 2016, ce sont des filles que j'ai déjà battues, que je savais que j'aurais été capable de battre. Mais ça a été une grosse déception de perdre au premier tour à Rio en 2016. Et je me souviens encore, mon père puis ma mère, en fait, qui étaient là au jeu. Mon père qui est arrivé et qui me dit en 2020, ma fille, tu vas retourner puis tu vas aller chercher qu'est-ce que tu étais venue chercher à Rio. Et drôlement, moi, je me disais, OK, Jeux de Rio en 2016 fini, une ligne droite, on va aller aux Jeux en Tokyo en 2020, aller chercher une médaille. Et comme en introduction, on m'a présenté, j'ai fait un changement de catégorie de poids. Donc, j'ai eu beaucoup d'obstacles au cours de ces 5 années entre Rio et Tokyo qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait changer, qui ont fait changer ma vision des choses et qui a fait que j'ai été capable de chercher la médaille à Tokyo, qui a été chercher des outils que je n'étais pas capable que je n'ai pas eu ou que je n'avais pas encore à Rio. Donc, c'est un peu cette présentation que je vais vous faire de tous les changements qui sont arrivés dans ma vie pour être capable de monter sur le podium, en fait, en Tokyo en 2020. Donc, le premier changement qu'il y a eu, bien sûr, c'était mon changement de catégorie de poids en 2017. Cette photo-là, elle représente beaucoup pour moi. J'avais beaucoup d'émotions sur cette photo-là parce que c'était la dernière fois, en fait, que je me suis battue chez les 57 kilos championne du monde en 2017. Ça a été une année assez dure de 2016 à 2017 parce que, justement, je n'étais plus capable de faire le poids, mais je le faisais pareil. J'avais beaucoup de difficultés à perdre mon poids. Je me maintenais vraiment haut, puis je devais descendre jusqu'en 57 kilos à chaque compétition. Et ça a été une année dure parce que j'avais de la misère à performer. Mes performances n'étaient pas au rendez-vous justement parce que je manquais d'énergie. J'ai travaillé beaucoup avec ma nutritionniste pour justement être capable de faire le poids, mais aussi avec une psychologue en nutrition. Ce que je trouve vraiment important aussi d'aller chercher de l'aide quand on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller, quand on ne sait pas, qu'on est perdu. En fait, au début, moi, je me suis dit, je vais chercher une psychologue en nutrition pour qu'elle m'aide à rester en 57 kilos. Mais en fait, ça a été tout autrement. Ça a pris du temps avant que je prenne ma décision de changer de catégorie de poids. Je dirais que chez les filles, on a beaucoup plus de misère à changer de catégorie de poids que chez les garçons en général. Peut-être à cause de stéréotypes. Je me disais aussi, je ne peux pas changer de catégorie de poids, je vais me faire juger. Le monde va trouver que je suis trop petite pour le 63 kilos. Et
Finalement, je suis rentrée un jour dans le bureau de ma psychologue en lui demandant est-ce que c'est possible que je sois heureuse, mais que je continue en compétitionner en 57 kilos? Elle m'a dit clairement non. Ce qui m'a mis un peu sous le choc. J'étais comme, oh non, je ne savais pas trop quoi répondre. Et finalement, on s'est assis, on a passé la rencontre à faire le pour et le contre de c'était quoi, pourquoi je voulais rester en 57 kilos, c'était quoi les côtés positifs de rester en 57 kilos et les côtés négatifs. Et la même chose pour le 63 kilos. En fait, j'avais beaucoup de négatifs de rester en 57 kilos. Ma qualité de vie était beaucoup impactée. Mon pauvre copain qui devait m'endurer avec mes humeurs changeantes à cause, on sait très bien que si l'alimentation a un grand impact sur nos humeurs et notre qualité de vie. Les performances n'étaient pas au rendez-vous. Les entraînements, j'avais plus vraiment de plaisir à faire du judo parce que le judo, s'est rendu pour moi juste une catégorie de poids. Il fallait absolument que je fasse le poids en 57 kilos. Alors qu'en 63, le seul truc qui me retenait à changer de catégorie de poids était que j'avais peur du changement. J'avais peur de ne pas bien performer en 63 kilos. J'avais peur de ce que le monde allait penser. J'avais peur de ne plus rentrer dans mon linge. Aussi niaiseux que ça peut paraître, c'est quelque chose qui me faisait peur aussi. Autant que c'était juste beaucoup d'inconnus et j'étais confortable en 57 kilos. Parce qu'en 57 kilos, je connaissais toutes mes filles contre qui je me battais. Je savais que j'étais capable de battre. Je savais que j'étais capable de performer en 57 kilos parce que je m'étais sélectionnée aux Jeux de Rio en 57 kilos. Tandis que si je changeais de catégorie de poids, je ne savais pas si j'allais être capable de performer. Je ne savais pas. Donc, c'était beaucoup d'inconnus qui me faisaient rester en 57 kilos, mais qui étaient rendus vraiment pas sains pour moi et qui m'ont entraîné certains troubles alimentaires que j'ai dû régler par la suite en montant à 63 kilos. Cette photo-là, ça a été mon premier podium, en fait, chez 63 kilos. J'ai dû faire mes preuves parce que quand j'ai changé de catégorie de poids aussi, le judo, le fonctionnement à Judo Canada pour être financé pour les tournois, en fait, c'est par résultat, un peu comme dans tous les sports. Mais vu que je n'avais pas de résultat chez les 63 kilos, j'ai dû payer mes premiers tournois que je me suis inscrite. Donc, j'ai fait Croatie et Tashkent. Il fallait absolument que j'aille faire un podium pour rembarquer un peu dans la roue du financement de Judo Canada. Donc, j'avais beaucoup de pression, mais je pense que j'ai été capable de répondre à la pression parce qu'au deuxième tournoi, justement, à Tashkent, j'ai fait ma 3e place, ce qui m'a fait rembarquer dans la roue du financement de Judo Canada et qui a pu, après ça, faire plusieurs compétitions pour continuer à performer et m'adapter à la nouvelle catégorie de poids. Parce que ça aussi, c'était un autre aspect qui me faisait peur, l'adaptation à la nouvelle catégorie de poids. Parce que chez les 57 kilos, j'étais dans la grandeur moyenne, tandis que chez les 63 kilos, je suis dans les plus petites. Et ça change un peu toute la tactique, technique que je dois appliquer à mon sport. Donc, faire tomber quelqu'un qui est plus grand, je ne peux pas appliquer nécessairement les mêmes techniques que faire tomber quelqu'un qui est de la même grandeur que moi. Donc, j'ai dû appliquer des nouvelles tactiques et techniques à mon sport puis à mon judo pour être capable justement de continuer à performer chez les 63 kilos. Ce changement-là était très important pour l'avancement dans ma carrière parce que si je serais restée chez les 63 kilos, chez 57 kilos, pardon, je pense que j'aurais arrêté le judo. J'aurais plus eu de plaisir à faire du judo. Je ne m'aurais pas rendue jusqu'à Rio en 2016. Les pertes de poids étaient trop importantes. Ma qualité de vie était trop réduite. Et ça nuisait vraiment à ma vie. Donc, j'ai passé un peu la qualité de vie avant la performance. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a ramené la performance au premier plan, en fait. Parce que ma qualité de vie était meilleure, donc la performance est revenue avec la qualité de vie. Par la suite de mon changement de catégorie de poids, je me disais encore, OK, maintenant que je suis chez 63 kilos, ça va bien, j'avais des bonnes performances, on va continuer jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et tout va bien aller. Mais il y a des changements imprévus qui sont arrivés dans ma vie. Quand j'étais justement en 2019, en camp d'entraînement au Japon, j'ai reçu un appel de ma mère à 5 heures du matin
je me disais, mon Dieu, pourquoi ma mère m'appelle à cette heure-là? Elle sait que je suis au Japon, décalage horaire, pourquoi elle m'appellerait à 5 heures du matin? Finalement, j'ai fini par répondre. C'était pour me dire que mon père était à l'hôpital. On voit la photo à la droite de l'écran. Il était à l'hôpital à cause qu'il avait eu un AVC assez sévère. Ma première réaction, bien sûr, était « Oh mon Dieu, c'est quand je vais revenir à la maison? Je veux revenir à la maison le plus vite possible pour être près de vous, pour vous supporter. » Puis ma mère avait dit « Non, je ne veux pas que tu reviennes à la maison. » Mon père, en fait, a toujours été très présent dans ma carrière de judo. Il m'a accompagnée partout. Puis mes parents savaient très bien que je m'en allais à une compétition en Russie, qui était très important pour mon cheminement. J'avais un grand objectif d'aller faire un podium dans mon premier grand slam en 63 kilos. Et je voulais absolument bien performer. Donc, ma mère m'a dit non, 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 on sait que c'est très important pour toi. Va à ta compétition en Russie et va accomplir tes objectifs que tu voulais. On va te supporter. Ça ne va rien servir que tu viennes nous rejoindre ici au chevet. Ton père est bien entouré, il est stable, tout va bien. Donc, concentre-toi sur ta compétition. Et j'ai encore des frissons à y repenser. Et va chercher le résultat que tu voulais aller chercher. Et je me souviens encore, ma mère, elle a pris une vidéo quelques jours avant ma compétition de mon père qui avait de la misère à ouvrir les yeux, de la misère à parler, une petite voix, qui me dit remporte-moi une médaille, ma championne. Et ça a été, après que ma mère m'a envoyé cette vidéo-là, je me suis dit si au moins je ne peux pas être avec eux à leur chevet, je peux au moins remporter une médaille pour mon père, leur montrer que je les supporte en ayant gagné une compétition, puis ramener une médaille au cou de mon père pour lui dire que je l'aime et que je le supporte dans ce qu'il vit en ce moment. Donc, ça a été quand même assez difficile avant la compétition. Je pleurais un peu à tous les jours parce qu'à chaque fois que je pensais à mon père, j'étais vraiment émotive. Et je me suis assise avec mon préparateur mental. On a eu une bonne discussion. Puis on s'est dit qu'on allait prendre cette journée-là, une séquence à la fois, un combat à la fois, une grippe à la fois, être dans le moment présent, que je pouvais penser à mon père tout au long de la journée, sauf que quand je me bats, si je veux le faire pour mon père, il faut que je pense que durant mes combats, à quoi je dois faire pour être capable de gagner un combat à la fois. Et ça a été vraiment assez difficile, mais j'ai été capable. Je l'ai dit à personne, en fait. Il y a juste mon coach et ma physio qui étaient au courant que mon père était à l'hôpital. Tous les autres athlètes qui étaient avec moi là-bas n'étaient pas au courant parce que je ne voulais pas qu'ils me... À chaque minute, à chaque heure, je me souvenais de mon père. Je n'avais pas besoin d'autres personnes pour me demander comment j'allais, comment ça se passait pour mon père. Donc, je n'ai pas voulu leur dire jusqu'à temps que je finisse la compétition qu'est-ce qui s'était passé. Donc, je me suis envolée pour Russie. Pour aller chercher une médaille pour mon père. Voici une vidéo de mon combat de finale, en fait. Je me suis rendue en finale. Comme je vous rappelle, pour gagner un combat, on peut le gagner au sol. Sur la séquence qu'on voit en ce moment, je travaille beaucoup au sol pour aller chercher une immobilisation. Donc, j'essaie de la revirer. Et, le but aussi, c'est que mon partenaire ne veut pas se faire prendre au sol, donc elle se défend assez bien. Et j'essaie vraiment de la mettre sur le dos, en fait, pour que l'arbitre déclenche l'immobilisation qui doit durer, en fait, 20 secondes pour gagner le combat. Et là, l'arbitre n'a pas encore déclenché à cause que son dos n'est pas complètement au sol. Là, on peut voir qu'il y a un chrono qui apparaît sur l'écran. C'est le début de l'immobilisation qui commence. Je me souviens encore, durant ce temps-là, j'ai pu penser à mon père durant cette immobilisation-là pour me dire « T'es capable, continue ». Puis là, c'est là que l'arbitre a annoncé, en fait, ma victoire. On peut voir que je suis assez émotive. Je pense que j'ai pleuré pendant au moins 10 minutes après ce combat-là, jusqu'au podium. Ce qui était drôle, c'est qu'il n'y avait personne, en fait, tous les autres athlètes, tous les commentateurs qui écoutaient le combat ne comprenaient pas ce qui se passait, pourquoi je réagissais de façon si émotive.
finalement, quand je leur ai partagé mon histoire, ils ont compris pourquoi j'étais si émotive après ce combat-là. Ça, c'est une photo de moi sur le podium, vraiment fière de la médaille, contente de ce que j'ai accompli. Et autant que ma médaille aux Jeux olympiques est importante pour moi, cette médaille-là représente beaucoup, que le fait que j'ai gagné une médaille pour mon père. Puis même encore aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle, je suis un peu émotive. Puis le lendemain, en fait, de ma compétition, j'ai pris l'avion et je me suis rendue à Montréal directement. Puis quand je suis débarquée de l'avion, j'ai été, en fait, porter la médaille au cou de mon père. Il était vraiment content aussi pour moi. Toute ma famille était contente que j'aie pu faire ça pour lui. Et ça a été, en fait, une belle histoire. Et quelque chose que j'ai appris de ce cheminement-là, ce changement imprévu que j'ai dû vivre, qui n'était pas voulu et que si je pourrais ne pas vivre, j'aimerais ça, mais on ne peut pas tout contrôler, en fait, dans la vie. Puis ça va être capable de faire face aux changements, même s'ils sont imprévus, puis être capable de s'adapter vite. Parce que des changements comme en 57 kilos, quand je suis changée de 57 kilos à 63 kilos, j'ai été capable de m'adapter, mais ça a pris du temps. Ça a pris 1 an avant que je change de catégorie de poids. Ça a pris du temps aussi avant que je sois capable de faire un podium chez 63 kilos. Mais là, dans cette situation-là, je n'avais pas le choix de m'adapter vite à une situation qui était difficile. Et ça a été capable de faire face à des changements et de s'adapter, en fait, qu'on peut voir notre force. Puis qu'après ça, je me suis dit, si je suis capable de passer à travers ça, je vais être capable de faire des podiums dans n'importe quelle situation. Donc, ça a été vraiment une période assez difficile, mais que j'ai grandi beaucoup à travers ça. Un petit gorgée d'eau. Par la suite, en 2019 encore, j'avais fait pas mal de podiums durant cette année-là. Je m'en allais en fait au championnat du monde en 2019, me disant que je voulais aller faire un résultat. Encore un peu comme les Jeux de Rio en 2016, j'y allais beaucoup pour le résultat. Et j'ai été bien déçue parce que j'ai perdu au premier tour. Je me souviens d'avoir appelé ma mère en pleurant après, dévastée parce que la fille contre qui je perds au premier tour, c'était une fille que je pense que j'étais capable encore de gagner contre. J'avais déjà gagné des combats, en fait, contre cette fille-là. Et j'étais vraiment déçue de ma performance au championnat du monde. Et je me disais, en fait, j'avais beaucoup de doutes qui embarquaient après, me disant, si je ne suis pas capable de performer au championnat du monde, comment je vais être capable de performer aux Jeux olympiques? Comment je remettais beaucoup en doute ma participation aux Jeux olympiques. Autant que j'étais déjà bien qualifiée pour les Jeux olympiques, que je me demandais à quoi ça sert d'aller aux Jeux olympiques si je ne suis pas capable de performer aux championnats du monde. Je me remettais beaucoup en doute sur ma capacité à faire une médaille aux Jeux. Et ça m'a vraiment beaucoup fait mal. En fait, je me suis un peu creusé ma propre tombe et je m'acharnais sur mon sort de ma contre-performance. Puis après ça, en fait, je me suis dit, après 2 semaines un peu de déprime, je me suis dit, ça ne vaut plus la peine de m'acharner comme ça à chaque fois. Si je veux être capable de continuer jusqu'au jeu, il faut que je change de mentalité. Je ne peux plus approcher les compétitions de la même façon parce qu'à chaque fois, je vais juste être trop déçue, trop dur de revenir à la compétition. Donc maintenant, j'approche les compétitions vraiment d'un autre œil. Ça a été dur. Je l'ai pris un peu à la dure parce que ça a été dur de revenir de cette compétition-là. Mais ça a été en fait, à chaque fois que j'approche une compétition, je l'approche plus avec un objectif de résultat, mais un objectif de processus. J'essaye de regarder, en fait, je me donne des objectifs d'entraînement. Comment je veux m'entraîner avant l'entraînement, comment je veux me sentir à la compétition, comment à chaque combat je dois me préparer, comment je planifie mes plans face à chaque adversaire que je vais affronter. Donc, en me disant que si au moins je me donne un objectif au processus, puis à chaque fois, à chaque petit objectif que j'accomplis durant le processus d'aller à la compétition ou de faire ma compétition, en fait, si je fais tout correctement, le résultat va venir avec. Donc, au lieu d'être déçu du résultat, j'aime mieux être déçu du résultat, mais au moins que le processus que j'ai fait, je l'ai accompli. Puis si je l'ai accompli comme il faut, habituellement,
la médaille va venir avec. Donc, j'ai vraiment commencé à approcher les compétitions avec un objectif de processus au lieu d'un objectif de résultat. Et ça a tout changé parce que j'avais plus peur de perdre, en fait. Quand j'approchais une compétition, ça me dérangeait. C'est pas ça me dérangeait pas de perdre, mais ça allait moins me faire mal de perdre parce que je savais qu'au moins, si j'ai tout accompli mes objectifs de processus, bien, j'aurais tout donné. Et j'approchais moins les combats avec une peur, mais j'y allais plus pour gagner. Et j'ai l'impression que ça a changé de tout de A à Z, mes performances, puis comment je me sentais aussi durant la journée. J'avais moins une pression de résultats qui faisait que j'avais de la misère à avancer durant la journée, mais j'avais plus une pression qui me propulsait vers l'avant pour performer. Donc, ce changement de mentalité-là, ça m'a amené beaucoup. Et aussi, j'ai commencé à me dire que je m'identifiais trop à mon sport et pas assez à qui j'étais vraiment. Donc, j'ai commencé aussi à me distancer un peu comment je m'identifiais. Même si je perds un tournoi, c'est pas la fin du monde parce que j'ai ma famille qui est là, j'ai de l'école, j'ai d'autres choses dans ma vie qui me représentent. C'est pas parce que je perds un tournoi que je suis pas bonne. Dans un tournoi, il y a une gagnante puis 50 perdants. Donc, on ne peut pas dire que les 50 perdants ne sont pas bons. Tout le monde était là pour performer, mais à la fin de la journée, il y a juste un gagnant. Donc, tout ce changement de mentalité-là m'a apporté beaucoup justement pour aller chercher ma médaille aux Jeux de Tokyo en 2020. Ça a été un outil de plus dans mon bagage qui m'a vraiment aidé à performer. Et ça, justement, ça a été mon retour un peu sur le podium après ma contre-performance des championnats du monde en 2019. Ça a été une compétition en Israël. J'ai appliqué, peut-être pas à la lettre, mais j'ai commencé à appliquer certains changements de mentalité qui ont fait que durant cette journée-là, j'ai été capable de me rendre jusqu'à la finale pour aller chercher cette médaille-là. Et ça a été un début de cheminement, en fait, jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 pour me préparer une compétition à la fois pour être capable de performer aux Jeux. S'entraîner autrement. Je pense que tout le monde a passé à travers la pandémie. Et justement, en passant à travers la pandémie, on a dû faire face à des changements. Tout le monde a dû s'adapter au changement qui est la pandémie. S'adapter au changement des mesures, comment on travaillait. Et nous, justement, on a dû s'adapter pour l'entraînement. En fait, au début, ça a été assez dur de s'entraîner autrement parce qu'habituellement, on est tellement habitué, en fait, dans les sports, de savoir qu'est-ce qu'on fait à tous les jours, d'aller à l'entraînement, d'avoir une planification de tout notre horaire de A à Z, que là, on s'est ramassé du jour au lendemain à tout fermer et avec une incertitude aussi qui approchait des Jeux olympiques, qu'on ne savait pas si les Jeux olympiques, en fait, allaient avoir lieu. Parce qu'on avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à savoir si le Japon allait être capable de faire les Jeux olympiques, à savoir si les Jeux olympiques allaient être reportés. Donc, ça a été le cas de faire face à cette incertitude qui est je me suis entraînée pendant 4 ans pour ne peut-être pas faire les Jeux olympiques à cause de la pandémie. Donc, c'était c'est assez dur de faire face à ça. Et en fait, au lieu de penser à ça, je me disais que je vais continuer, en fait, de me dire que les Jeux olympiques vont avoir lieu jusqu'à temps que, en fait, ils soient vraiment annulés ou qu'ils soient reportés. Le fait qu'il ait été reporté a été aussi un autre coup dur parce que c'est un peu comme on avait un échéancier, puis les Jeux olympiques étaient pour telle date. Donc, on avait tout prévu pour cette date-là. Et quand ça a été reporté, on s'est dit, oh non, une autre année, 3 ans de sélection olympique, parce qu'en fait, au judo, la sélection olympique, c'est sur 2 ans. Donc là, on a rajouté une autre année de sélection olympique. Et habituellement, en fait, notre horaire durant la sélection olympique est assez chargée. Donc, on a dû s'adapter à ça, de faire une sélection olympique qui était plus longue, qui a été quand même assez épuisant. Mais j'ai dû, en fait, garder le cap sur mes objectifs. En fait, comme j'ai fait un peu pour ma compétition quand j'étais en Russie, quand mon père était à l'hôpital, j'ai dû garder le cap sur mes objectifs. Et sincèrement,
je pense que j'ai passé à travers cette pandémie-là grâce à mes objectifs que j'avais d'aller aux Jeux olympiques. Parce que durant toute la pandémie, c'est juste ça que j'avais en tête. C'est comme je m'entraîne pour aller aux Jeux olympiques, je m'entraîne pour aller performer là. C'était là mon objectif ultime, d'aller aux Jeux olympiques puis d'aller performer, en fait, qui m'a fait avancer à travers cette pandémie-là. Et j'ai beaucoup appris la résilience, en fait, durant la pandémie, comment laisser aller, parce que c'est beaucoup de choses qu'on n'avait pas de contrôle. On ne pouvait pas contrôler si les Jeux olympiques allaient avoir lieu ou pas. On ne pouvait pas contrôler qu'on n'avait plus accès à nos salles d'entraînement, qu'on n'avait plus accès. Donc, ça a été beaucoup de résilience, beaucoup de laisser aller, puis de faire confiance, en fait, que tout va rentrer dans l'ordre. Et finalement, là, c'est la photo de notre premier voyage pour aller dans l'Ouest, pour aller faire des camps d'entraînement. Parce qu'on savait que les compétitions allaient revenir bientôt et le Centre national n'avait pas encore réouvert à Montréal. Donc, Judo Canada nous a envoyés dans l'Ouest durant l'été nous entraîner pour aller se préparer pour nos compétitions qui allaient avoir lieu justement bientôt. Donc, on a fait, je pense que c'était durant l'été qui était supposé avoir les Jeux, mais qui était reporté finalement. On était supposé avoir, on a eu trois semaines, 3 fois durant l'été, de camp d'entraînement, en fait, pour la préparation, pour les compétitions qui s'en venaient. Et finalement, après ça, le Centre national a pu réouvrir à Montréal pour qu'on puisse s'entraîner à Montréal. Ça, c'est justement le centre d'entraînement à Montréal. Là, vous voyez, habituellement, on s'entraîne tous ensemble sur tout le tapis. Mais là, durant la pandémie oblige, beaucoup de restrictions qui ont dû s'adapter à tous ces changements-là aussi. Donc, il y a des petites lignes jaunes au sol, en fait. C'est qu'on ne pouvait pas, en fait, dépasser ces lignes jaunes-là. Puis on s'entraînait en bulle de 4 ou 5 personnes. Pour nous, au judo, c'est quand même assez difficile de s'entraîner en petits groupes comme ça à cause que, en fait, on a besoin d'une diversité de différents judokas pour s'habituer à différents styles de judo. Et en fait, se battre tout le temps contre les mêmes personnes, tu t'habitues à leur style de judo et après ça, tu développes... on se connaît tellement, en fait, que c'est dur de développer notre judo par la suite. Parce qu'à chaque fois que mon amie allait attaquer une technique, je savais déjà qu'elle allait faire ça parce que je la connais tellement qu'on a dû trouver de nouvelles façons de s'entraîner, de nouvelles techniques d'entraînement, de nouveaux styles de combat pour essayer de nous pousser à l'entraînement pour être capable de performer, en fait, à l'international. Ça a été assez dur, en fait, parce qu'on passait des mois en se battant à tous les soirs avec les mêmes partenaires. Puis on se connaissait tellement qu'on devait à chaque fois se dire, OK, là on essaye de se battre sans savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, puis avec différents styles de combat, des temps différents de combat en se disant, OK, toi, tu vas faire, fais comme si tu étais une droitière ou si tu étais une gauchère. Donc, ça a été beaucoup d'adaptation, beaucoup qu'on devait se pousser par nous-mêmes parce que si on ne le faisait pas, il n'y avait personne d'autre qui allait le faire pour nous. Donc, ça a été assez dur d'être capable de performer dans ces conditions-là, mais encore, je pense que c'est avec la résilience qu'on a eue, en fait, au Canada. Parce que je pense que le Canada, ça a été un des pays qui a eu le plus de restrictions et on a été capable tous les athlètes du Canada de faire des super belles performances malgré toutes les circonstances, toutes les conditions qu'on avait pas très, comment je peux dire, pas très aptes pour la performance, en fait. Donc, ça a vraiment, ça nous a développé un côté assez fort pour être capable de performer aux Jeux aussi à Tokyo. On a eu de très belles performances, pas juste moi, mais mes partenaires d'entraînement ont fait des très belles performances aux Jeux. Donc, on est sorti, je pense, assez fort de la pandémie sans le savoir, en fait. Puis, en fait, ça a été mon premier retour à la compétition. En fait, c'est pas moi qui est sur le dessus qui est en train de gagner. Je suis en dessous en train de perdre mon combat de finale de bronze. Ça a été un retour à la compétition pas tout à fait joyeux parce que j'ai pas fait les résultats que je voulais. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai pas été si déçue que ça parce que ça a été une première compétition de retour, premièrement. Ça a été la première compétition qu'on se mesurait à l'international.
Et comme ça, j'ai pu, en fait, après ça, rediriger mon tir, puis faire des changements, autant techniquement que tactiquement, pour après ça revenir plus fort, en fait, à la compétition en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et en route vers les Jeux, en fait, j'ai l'impression que ça a été le parfait setup, si je pourrais dire en anglais, pour la préparation pour les Jeux de Tokyo en 2020. Juste la dernière tournée de compétition que j'ai faite était, je pense, non, pas avril. Dans le coin d'avril, avant les Jeux. Et en fait, j'ai remporté la médaille d'or à cette compétition-là, puis 3e place à une 2e compétition par la suite. Et ça a été, en fait, des compétitions que j'ai appliquées, tout ce que j'ai appris durant ces 4 dernières années-là. Autant la résilience, autant mon changement de mentalité, être capable de performer malgré des changements de dernière minute qui peuvent survenir. Aussi le changement de calories de poids qui m'a amené aussi un gros bagage sur la nutrition. Parce qu'avant, quand j'étais 57 kilos, je faisais beaucoup de perte de poids. Pour moi, la nourriture, c'était mon pire ennemi. C'était des calories, je ne devais pas manger parce que sinon je mangeais, je prenais du poids. Mais là, maintenant, je voyais la nourriture comme mon énergie pour être capable de performer. Mon énergie qui allait être capable de me pousser à travers mes combats difficiles. Donc, j'ai changé toute cette mentalité-là de nutrition qui a pris un bon 3 ans de travail avec une psychologue en nutrition. Et je n'ai pas le peur de le dire que j'ai travaillé avec une psychologue parce que c'est ça qui m'a fait avancer à changer ma vision de la nutrition et qui m'a fait avancer à avoir des super belles performances comme celle-là et celle-là au jeu parce que j'étais capable de donner la nourriture à mon corps qu'elle avait besoin pour performer. Donc, c'est tous ces changements-là qui a fait que j'ai été capable de sortir des super belles performances comme cette médaille d'or avant les Jeux olympiques qui a été en fait la performance qui m'a dit « OK, je suis vraiment capable de performer au jeu ». Et voici une petite vidéo récapitulative de ma journée, en fait, que j'ai gagnée, la médaille d'or. Ça, c'est mon premier combat que je gagne en immobilisation au sol. Je suis en blanc. Mon deuxième combat que je gagne en marquant un point, je suis en blanc encore et en finissant en immobilisation. Mon troisième combat, je suis en blanc encore et j'attrape mon partenaire en fait au sol, en immobilisation encore. Ceci est un autre combat. Au sol, vous allez voir que le partenaire tape au sol. J'ai été capable de faire une clé de bras, puis elle a en fait abandonné le combat. Et ça, c'est ma finale d'or où ce que je gagne avec une projection. Je suis en blanc encore. On peut voir que mon partenaire tombe directement sur le dos et que l'arbitre annonce en fait ma victoire. Donc, je me souviens que cette compétition-là, je suis sortie des tapis et que mon coach me dit mot pour mot, Kat, si tu fais une journée comme ça aux Jeux olympiques, c'est clair que tu reviens avec une médaille. Et il m'a vraiment dit ça mot pour mot et je me suis dit, je me suis tellement bien sentie durant cette journée-là que je me suis dit, je veux faire la même chose au jeu. Je veux être dans la même zone que j'étais durant cette journée-là. Et une semaine après, en fait, j'étais capable de remonter sur le podium, ce qui m'a encore donné plus de motivation à aller chercher en fait une médaille après ça au jeu. Et maintenant qu'on est rendu au jeu, Tokyo en 2020, +1, plein d'émotions. J'ai été capable de tout appliquer, tout mon bagage d'outils que j'ai ramassé durant toutes ces années-là, tous les changements que j'ai fait face, qui m'ont fait grandir, évoluer. Je pense que sans avoir vécu tous ces changements-là, j'aurais peut-être pas été capable d'aller chercher cette médaille. Je pense que tous ces changements-là ont apporté leur petit grain de sel à cette médaille et apporté autant d'authenticité à cette journée. Ça a été une super belle performance, une journée parfaite pour moi. Malgré que j'ai quand même perdu un combat durant cette journée-là, c'est pas ce combat-là qui, quand je repense à ma journée, c'est pas ce combat-là qui revient en fait en tête. C'est vraiment mon combat de finale. Parce que je sais que le combat que j'ai perdu, en fait, j'avais pas peur de perdre quand je suis rentrée dans ce combat-là. Je suis rentrée en me disant, je vais tout donner, je veux gagner.
J'ai quand même perdu, mais ma journée n'était pas finie. Et étonnamment, quand je regarde ma journée, le combat le plus dur de ma journée, ça a été mon premier combat. À cause que le premier combat, en fait, ça a été comme une fille que je suis supposée gagner, mais que finalement, quand je suis arrivée dans ce combat-là, mon adversaire s'était super bien préparé à toutes mes techniques, à bloquer toutes mes transitions au sol, à bloquer. Pendant les 4 premières minutes, je ne savais pas quoi faire et j'ai commencé à paniquer dans le combat. Et je pense que mon coach m'a vu les yeux qui paniquaient parce qu'habituellement, cette fille-là, j'étais qu'à la barre en 1 ou 2 minutes. Puis là, on était rendu en prolongation et je n'étais pas encore capable de la battre. Donc, j'ai commencé à paniquer. Finalement, j'ai repris sur moi et je me suis dit, OK, on relaxe. Comme j'ai appris plus tôt dans mes années, une séquence à la fois, un combat à la fois. On va continuer, on continue, une étape à la fois, rester dans le moment présent. Et quand je suis sortie du combat, je pense que ça a été un moment clé durant la journée. Je me suis assise avec mon coach, Sacha, et je lui ai dit, j'ai paniqué. Il m'a dit, oui, j'ai vu que tu as paniqué. Et finalement, on s'est assis et on a fait un plan de match pour le restant de la journée. Il m'a dit, Kat, c'est correct, c'est un combat plus dur, c'était plus dur que tu pensais. Il m'a dit, toutes les filles aujourd'hui sont prêtes à te battre. Toutes les filles aujourd'hui, ils veulent gagner comme tu veux gagner. Donc là, retourne au plan, applique le plan à chaque combat, un combat à la fois. On va avancer durant la journée, ensemble, un combat à la fois, et tu vas appliquer ton plan à tous les combats. Et finalement, le reste de la journée a passé comme dans du beurre. Ça a coulé super bien. Je me suis sentie bien à tous les combats. Et à ma finale de bronze, j'ai super bien performé. J'ai petite vidéo de mon combat. Vous pouvez voir que je l'ai renversé sur le dos, ce qui a gagné, en fait, qui a fait que j'ai gagné la compétition, la bronze. Et on peut voir toutes les émotions dans mon visage. Donc, ça a été beaucoup d'émotions. Quand j'ai gagné mon combat, c'était de un, du soulagement parce que ça a été un très long combat. Ça peut peut-être pas paraître là-dessus parce que j'ai beaucoup de joie, mais j'étais très épuisée de mon combat. Et quand je me souviens qu'il y a des moments clés dans ce combat-là, que on se connaissait tellement, moi puis la fille que j'affrontais. On s'est rencontrés à plusieurs compétitions avant les Jeux. Donc, je savais que c'était un combat que j'étais capable d'aller chercher. Mais il fallait que je donne tout pour être capable d'aller chercher parce qu'on se connaissait tellement. Il y a eu beaucoup de moments dans le combat que je me souviens qu'elle était sur le bord de me renverser sur le dos et qu'il y a des moments comme ça que si tu abandonnes, c'est fini, que j'étais capable de pousser un peu plus loin. J'étais capable de me dire non, 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 Kat, continue à résister, continue à pousser dans ton combat. Tu vas aller le chercher. Tu es venu pour aller chercher cette médaille-là. Tu vas aller la chercher. Donc, c'est beaucoup de vraiment, encore un peu, je pense, de la résilience, de même si tu es fatigué, continue à travailler, fais confiance à ton plan. Et finalement, ça a été rendu à ce niveau-là, tout se passe dans la tête, en fait. Et je pense que ce qui a fait que j'ai gagné ce combat-là, c'est que je la voulais vraiment, cette médaille-là, et j'ai été capable de ne pas abandonner, de pousser jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de tout donner. Et ce qui a fait que j'avais autant d'émotions, de fatigue et de joie. Et en fait, j'avais juste une envie en tête d'aller porter la médaille au cou de mon papa, que durant cette carrière-là, il m'a toujours supportée tout au long. Et je voulais faire aussi un petit souligner que à travers tous ces changements-là dans ma carrière, ça ne se fait pas tout seul. C'est important d'aller chercher de l'aide. Il y a du monde qui vont venir vers vous, vous aider, d'accepter cette aide. Et j'étais contente, en fait, d'avoir gagné ce combat-là à côté de mon coach, Sacha, qui a été, en fait, là durant tous ces moments de ma carrière, qui était là quand j'ai changé de catégorie de poids, qui a cru en moi aussi durant mon changement de catégorie de poids, qui était là, en fait, durant ma compétition en Russie, qui était là durant la pandémie pour aussi me pousser à m'entraîner, même si on s'entraînait de nos salons. Nos partenaires aussi d'entraînement, je vois en fait
Antoine, juste derrière, dans l'image, qui était là tout au long de ma journée pour me supporter. Mon coach de club aussi, Fred, qui a toujours été là depuis que je suis toute petite pour me supporter. On ne peut pas, en fait, arriver à un niveau haut comme ça sans avoir des personnes sur qui nous aider. Je ne serais jamais arrivée là tout seul. J'ai une nutritionniste, des physios. J'ai aussi eu accès à des psychologues. Donc, tout ça, en fait, m'a aidé à passer à travers tous ces changements-là et aller chercher, en fait, cette médaille-là aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et en fait, ça, c'est un petit clin d'œil à toutes ces belles personnes-là qui m'ont aidée. Et ça finit un peu ça finit ma conférence qui porte gros sur le changement et l'adaptation. Et je voulais rajouter encore que même si ces 4 ans-là, 5 ans-là, j'ai eu beaucoup de changements et d'adaptation, je continue encore aujourd'hui à être dans un certain changement et à m'adapter toujours parce que je considère que si on reste dans notre zone de confort, on va arrêter d'évoluer. Et c'est important, en fait, de faire face au changement, de continuer à changer continuellement puis à revoir nos façons de faire pour justement rester au top ou aller au top mondial pour aller chercher justement une médaille aux Jeux. Donc là, je suis encore en changement de voir si je continue judo, si en fait je continue, comment je veux continuer à m'entraîner parce que je ne peux pas continuer à m'entraîner de la même façon que je m'entraînais quand j'avais 20 ans. Parce que là, quand j'ai 27 ans et le judo, c'est quand même assez dur sur le corps. Donc, je vais voir d'autres façons de m'entraîner qui vont aller plus vers la qualité et peut-être un peu moins de volume. Donc, c'est le temps de voir, d'être prêt au changement puis de faire face à tout ça. Donc, c'est ce qui clôt ma conférence. Puis là, ça serait une belle période de questions si vous êtes prêts à... Vous avez des questions, en fait, sur mon parcours, des précisions. Je vais arrêter le partage. Catherine, bravo, 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 bravo. Merci, merci. C'était vraiment une belle conférence. Sérieux, le monde applaudit là, dans leur salon. Merci. Fred dans son salon qui applaudit. Mais depuis le début, non, c'était vraiment une belle conférence. Il y avait des beaux messages d'adaptation, de changement. Honnêtement, c'est magnifique. Moi, j'aimerais ça revenir sur ce fameux changement de poids-là. J'ai une question là, de néophyte. Ouais. Tu as parlé des inconvénients à cause de ta grandeur versus probablement là, la longueur des bras et tout ça. Ouais. Mais comment, ça a été quoi techniquement qui t'a fait comme switcher, puis OK, il y avait des inconvénients, mais tu as sûrement trouvé un avantage à un moment donné à être plus petite. Plus petite? Oui, c'est ça. En fait, j'ai utilisé ma rapidité. Okay. Puis en fait, mon cardio. J'ai un super bon cardio, une super bonne forme physique. Je suis peut-être pas la fille qui va faire le plus de projections, mais je suis la fille qui va durer le combat plus longtemps. Okay. Donc, ça a vraiment été mon avantage d'être, même si je suis plus petite, je suis capable de bouger beaucoup puis d'amener les combats à long terme pour justement amener plus la partie mentale, l'épuisement, pour être capable de ça, peut-être des projeter à la fin du combat et non au début. Je comprends, super, merci. Fait que tu as réussi à tourner ça à ton avantage. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi certaines techniques qui s'appliquaient moins. En fait, vu qu'ils ont des grands bras, des longues jambes, il y a certaines techniques de judo que je pouvais moins appliquer à des grandes personnes. Ouais. Donc là, j'ai commencé vraiment à travailler plus sur mes techniques de passer en dessous des personnes qui sont grandes. J'ai vraiment travaillé sur ces techniques-là de passer en dessous et non d'aller chercher la grosse grippe en haut parce que là, sinon, j'étais suspendue après eux les deux jambes dans les airs. C'est bon. C'est bon. Ben là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Là, levez la main. Je vois Diane, Mme Gosselin, prenez la parole, allez-y. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis une collègue d'Antoine. Oui. Merci, Catherine, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas là, si tu l'as évoqué ou si, j'ai peut-être échappé quelque chose, mais est-ce que à travers le changement de poids, donc de catégorie, oui. As-tu eu un souci d'image corporelle ou tout Oui. En effet, mais ça a été plus quand j'ai dit
que j'avais peur de ne plus rentrer dans mon linge, en fait. Ouais. Oui, ça s'est relié beaucoup à ça. Mais qu'est-ce qui était drôle, en fait, c'est que je faisais 57 kilos, mais je pesais 63 kilos. Fait que je pesais déjà la catégorie au-dessus. Puis j'avais quand même peur de ne plus rentrer dans mon linge. Fait que ça m'étonnerait que je ne rentrais plus dans mon linge parce que j'étais déjà quasiment dans cette catégorie-là. De là que je disais que je perdais vraiment je faisais des grosses pertes de poids. Et oui, c'est clair que je me disais, j'avais peur que le monde me juge sur ma prise de poids. J'avais peur de ce que le monde allait penser. C'est clair qu'il y a beaucoup de monde dans le judo que vu que c'est une super catégorie de poids, on va souvent dire que c'est mieux d'avoir le plus de masse de muscles puis avoir le moins de gras. Mais rendu à un certain point aussi, c'est que si tu n'as plus de gras, si tu n'as plus assez de gras, tu te sens plus bien dans ta peau, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus. Donc, c'est essayer de trouver le juste milieu là-dedans. Mais on est habitué de voir justement, on a tout le temps le réflexe de dire on veut être la plus petite possible pour maximiser nos muscles. Mais à un certain point, c'est pas juste ça qui rentre dans la ligne de compte pour gagner ou perdre un combat. C'est pas si tu es la plus musclée et le moins de gras possible qui va faire que tu vas gagner un combat. Là. Mais oui, c'est clair que l'image corporelle, le fait que j'ai été 57 kilos vraiment longtemps, que je me disais que c'était ma catégorie de poids, je me voyais vraiment. Je me suis assise un jour à une rencontre avec justement physio, coach et tout. Puis j'ai dit mot pour mot, je vais faire 57 kilos toute ma vie, je ne changerai jamais de catégorie de poids. J'étais vraiment fixée, en fait, sur cette catégorie de poids. Et ça n'a pas été simple. Mais j'ai appris quelque chose de ça. Puis en fait, j'espère juste de le partager aux autres pour que les autres apprennent moins à la dure, qui apprennent de ce que j'ai vécu, en fait. Parce que, si vous permettez, Oui. encore une intervention, c'est parce que ça a dû être terrible à chaque fois de redescendre. T'as fait quoi? Des saunas? Tu t'es privé d'eau? Beaucoup de sauna. En fait, la dernière fois que j'ai fait le poids chez 57 kilos, ça a été au championnat du monde en 2017. Et malgré que j'avais pris la décision avant de monter, je n'avais pas le choix de faire le 57 kilos au championnat du monde parce que je m'étais sélectionnée en 57 kilos. Fait que j'avais pas le choix. Donc, j'ai quand même fait le poids là, mais 3 jours avant la compétition, je pesais 3-4 jours avant la compétition, je pesais 62 kilos. Donc, j'ai perdu 5 kilos en fait en 3 jours. Je n'ai pratiquement pas bu d'eau. J'ai pratiquement pas mangé. Et à tous les jours, en fait, je faisais du sauna, j'allais courir pour suer, perdre de l'eau. Je vous dis ça en ce moment, mais c'est quelque chose que je ne conseille à personne. Ça a été vraiment dur de faire le poids. Puis ça a été la pire fois, en fait. Mais à toutes les fois, j'avais au moins 3-4 kilos de déshydratation à faire. Puis je faisais 1 mois, en fait, que je devais calculer mes calories. Puis en fait, c'est devenu une obsession. J'avais une obsession à travers la nourriture. Et il fallait tout que je calcule. Je me souviens, mon copain avait fait du poisson, de la morue pour un souper. Puis il avait comme mal divisé les bols. Fait que là, j'ai mangé comme plus de morue que je pensais. Fait que là, j'ai fondu en larmes parce que là, je me suis dit, j'ai mangé trop de morue. Je ne vais jamais être capable de faire le poids. Je capotais. Puis là, j'en parle aujourd'hui, j'en ris parce que c'est juste de la morue. Là. Un soir, quand tu manges plus de morue, c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais dans ce temps-là, tout était calculé. Si je mangeais trop, je capotais. Donc, c'était vraiment la qualité de vie qui n'était plus là, puis c'était vraiment rendu dur faire le poids. Mais bravo d'avoir surmonté tout ça, puis d'avoir trouvé le succès dans l'autre catégorie, puis d'avoir poursuivi ta carrière. Bravo. Merci. Mais je trouve ça le fun aussi parce que j'ai parlé avec une fille avec qui je m'entraîne en ce moment, qui est 63 kilos puis qui a la même grandeur que moi. Puis qui me dit cette semaine, en fait, je ne sais pas comment on est arrivé à ce sujet-là, mais elle me dit parce qu'elle est petite aussi, puis elle me disait au début, elle ne voulait pas se battre en 63 kilos parce qu'elle se trouvait petite pour les 63 kilos. Puis après ça, elle me dit, mais je t'ai vu, toi, te battre en 63 kilos puis performer malgré que tu sois petite. Fait qu'elle me dit, ça m'a encouragée, en fait, à continuer chez les 63 kilos et à quand même faire la catégorie de poids, même si elle se trouvait petite pour la catégorie de poids. Donc, j'ai trouvé ça cute quand elle m'a dit ça.
Ça vient où le choix de la catégorie? Je veux dire, c'est un entraîneur un jour qui décide que tu es dans cette catégorie-là? C'est dur, justement, à savoir, Ouais. autant du côté entraîneur que nous, dans le sens que, tu sais, même là, je me bats chez les 63 kilos, mais je ne pêche pas 63 kilos pile. Là. Tu peux pas, c'est dur de gérer un poids, puis même quand je suis 63 kilos, il faut quand même que je réussisse à gérer mon poids parce que je ne peux pas non plus me laisser aller et monter jusqu'à 70 kilos. C'est quand même dur, mais c'est de voir justement naturellement, tu pèses environ combien, puis de voir justement, admettons là, je suis en 63 kilos, mais je pèse 65 kilos. Fait que là, j'ai juste un petit 2 kilos en haut. Pour nous, c'est judo, c'est pas beaucoup, puis ça se perd assez facilement. Je suis capable de faire 1 kilo d'hydratation, puis je perds 1 kilo environ 2 semaines avant la compétition. Fait que c'est une façon de faire le poids assez sainement. Fait que me maintenir en haut, environ à 2-3 kilos en haut de ma catégorie de poids, c'est un poids sain pour une catégorie de poids. Mais ça, c'est sûr que ça dépend de l'âge aussi, dans le sens que tu ne vas pas commencer à jouer sur le poids d'un athlète quand il est vraiment jeune, à 16 ans, puis en plein développement. À cet âge-là, je ne pense pas qu'à 16 ans, c'est là que le poids a le plus d'impact sur les performances. Quand tu vas arriver au niveau senior, c'est là que tu vois une plus grande différence entre les catégories de poids. Mais quand tu es jeune, tu es mieux d'avoir assez d'énergie pour t'entraîner. Puis moi, quand en fait j'étais junior, il y a des années que j'ai faites en 63 kilos avant de redescendre en 57 kilos. Puis en 63 kilos, j'étais en fait sous la catégorie. Puis j'ai adoré ces années-là parce que ça m'a permis de développer mon judo avant et non de me dire que le judo, il faut que je fasse une catégorie de poids. Donc, c'est assez compliqué à gérer. C'est un peu un inconvénient de notre sport qu'on n'a pas le choix de jouer avec. Mais je pense que le plus important, c'est avoir une nutritionniste dans le décor qui nous aide à prendre les bons choix, avoir des coachs qui sont sensibilisés justement à l'image corporelle, à ce que les pertes de poids peuvent entraîner, puis être alerte aussi aux signes de problèmes alimentaires. De voir, la fille est tout le temps épuisée à l'entraînement, c'est pas normal. Là. La personne, elle se cache pour manger. La personne, peut-être alerte à tous les signes qui peuvent nous dire que peut-être qu'elle a des problèmes avec le poids ou son image corporelle qui fait qu'elle ne se nourrit pas bien ou qu'elle a de la misère à faire sa catégorie de poids sans qu'elle nous le dise. Parce que des fois, l'athlète ne va juste pas le dire au coach qu'elle a de la misère avec le poids, puis le coach ne peut juste ne pas le savoir. En tout cas, tu es vraiment bonne, t'expliques bien les affaires, c'est clair. Ouais, c'est articulé, bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a une carrière future de coach ou quelque chose? Je ne sais pas encore. J'ai étudié en comptabilité, fait que là, je m'en vais vers là. Okay. Mais c'est clair que je vais rester un peu dans le monde du judo malgré que je vais continuer en comptabilité. Peut-être coacher dans les clubs, peut-être un jour faire un retour coach national ou à Judo Québec, mais je ne sais pas. On va voir ce que la vie me réserve. Très cool, très cool. Tu sais que bon, c'est enregistré présentement, ça va être disponible pendant une semaine. On est un soir de semaine, peut-être que justement, il y a des jeunes qui sont en entraînement et qui voudraient voir ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment tu as jumelé et comment tu as jonglé avec ton parcours académique en étant une athlète de haut niveau. Comme ça, eux autres, ils vont pouvoir avoir des points de référence. Ouais. En fait, j'applique le même tranquillement, mais sûrement. Okay. Moi, je me suis toujours dit que le judo, en fait, on a une période restreinte, si on veut, pour aller aux Jeux olympiques et performer au haut niveau. Je ne peux pas faire du judo jusqu'à 40 ans, 50 ans. Le corps ne veut pas suivre. Donc, je me suis dit, je vais mettre plus de focus, de concentration sur le judo, mais je ne vais pas non plus abandonner l'école. Je vais juste garder l'école, mais à un plus petit pourcentage. Donc, admettons, je fais 20 d'école, 80 judo. Donc, c'est comme ça que tout au long de ma carrière, j'ai été capable de continuer en fait à faire de l'école en même temps que d'aller voyager, faire les compétitions, les camps d'entraînement à l'extérieur, tout le tralala que va avec le monde du sport de haut niveau. Donc, j'ai gardé tout le temps des fois, j'avais un cours session, des fois, j'en avais 2 ou 3, dépendant justement de mon horaire du temps à l'extérieur. Donc, ça a été vraiment de jongler avec ça, les deux. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que j'ai juste mis un peu moins d'efforts de concentration sur l'école, mais j'en faisais un peu moins, mais j'étais capable justement de bien réussir en faisant un peu moins.
suis capable de bien réussir dans les deux sphères en faisant juste un peu moins d'école, mais m'assurer que ce soit toujours là. Et j'ai toujours trouvé ça très important d'avoir l'école parce que si ça n'allait pas bien au judo, au moins j'avais de quoi d'autre que ça allait bien, de quoi d'autre sur me changer les idées ou des amis à l'école. Si j'avais pas juste le judo, puis aussi si jamais il y a des blessures qui arrivent, ben là, tu peux te concentrer à ton plus 60% école, 40% ta réadaptation, ton retour au judo. Donc, c'est jongler comme ça, vraiment un côté équilibre. Là. Super, super. Merci beaucoup. Moi, je vais aller avec des questions. Là. Moi, ça m'intéresse. Là. Vas-y. Trop bonne, là. Mais mettons une journée type. Une journée type là, d'une athlète olympique là, en termes de sieste, d'alimentation, de l'heure que tu te lèves. Ça ressemble à quoi un peu? En fait, je m'entraîne du lundi au vendredi environ 2 fois par jour, matin et soir. Là, justement, je commence à m'entraîner un peu moins. Il y a peut-être 2 matins que je prends pour me reposer, pour m'assurer que mon corps, en fait, va être capable d'aller jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Parce que le judo, en fait, je dirais qu'à passer 30 ans, tu commences à être vieux pour le judo. Donc, pour le haut niveau. Il y en a qui continuent après 30 ans, mais c'est plus rare. Donc, je suis vraiment justement dans la période d'adaptation à voir comment je veux planifier mes entraînements pour les prochaines années. Mais disons qu'avant les Jeux de Tokyo en 2020, je faisais vraiment du lundi au vendredi 2 fois par jour. Environ 2 à 3 muscu par semaine. On les fait le matin habituellement. Un circuit par semaine le vendredi matin. On garde ça le dernier jour parce qu'on veut se donner à 100 puis après ça, c'est le week-end, tu peux te reposer. Habituellement, c'est des circuits de la mort. Là. Tu sors de là, tu es comme « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? » Mais au moins, c'est rentable. Tu le vois en compétition qu'après ça, tu es capable de pousser. Puis ça, le soir, en fait, à tous les soirs, c'est des soirs de combat. En fait, de 2 heures de combat de 5 à 7. On arrive en entraînement, un échauffement. Après ça, on fait un peu de tactique de judo, des répétitions de technique. Et après ça, on fait 1 heure de combat avec différents partenaires. De là que quand je dis qu'on avait juste 4 ou 5 partenaires, non, on était au début de 4-5 avec maximum 4 autres partenaires. 1 heure de combat contre les 4 mêmes partenaires du lundi au vendredi, c'était un peu tanné. Mais on a quand même réussi à faire avec. Mais ça ressemble pas mal à ça. Sinon, l'entraînement du matin commence plus vers 9 heures. Donc, je me lève vers 8 heures. Je prends mon petit déjeuner tout le temps parce que j'ai besoin d'énergie pour l'entraînement. Et après ça, je reviens de l'entraînement. J'habite proche du Centre national, donc je reviens chez nous. Je dîne chez nous. L'après-midi, je me repose. J'ai de l'école aussi souvent l'après-midi. Je prends mes cours en après-midi justement entre mes 2 entraînements pour être capable d'assister à mes cours. Et sinon, j'ai mes projets personnels qui embarquent, que je fais de mon côté. L'après-midi, je prends des rendez-vous aussi avec ma physio, nutritionniste, psychologue. Donc, c'est tout ça que ça ressemble à ça. Mes semaines, là, ça change pas mal l'après-midi, qu'est-ce que je fais, mais matin et soir, ça ressemble pas mal à l'entraînement. Merci, merci. Super intéressant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou écrire une question dans le chat? Sentez-vous bien à l'aise? Marie-Pierre, d'habitude, tu jases ça? Ouais. Quand tu dis que tu te reposes, tu fais quoi exactement pour te reposer? Est-ce que tu as des passe-temps autres? C'est clair que écouter les émissions, c'est tout le temps le fun. Mais sinon, tu sais, je lis un peu. J'aime cuisiner. En fait, le fait de faire beaucoup un sport relié à la calorie de poids, essaie de manger un peu plus sainement des fois, ou quand je m'approche des compétitions, j'ai développé beaucoup un amour un peu pour la cuisine, bien manger. Donc, je développe des recettes. Puis là, justement, là, je suis rendue en train de faire mon trip en ce moment, c'est du pain au levain. Là. Un peu, j'ai commencé à le faire un peu après la mode de pain, faire du pain maison, mais là, j'ai commencé à faire ça. C'est tranquille. Là. Je pars mon pain le matin, je l'ai fait gonfler. Donc, je fais un peu de ça, puis des siestes, repos, des bonnes nuits de sommeil, ça, c'est vraiment important. Là. Je dirais qu'avant les Jeux, là, je faisais des fois des 9 à 10 heures de nuit de sommeil. Là. On sous-estime beaucoup le repos parce que c'est quelque chose de passif. Des fois, on a l'impression que tu peux tout le temps en faire plus, en faire plus, en faire plus. Mais en fait, l'important arrive quand on se repose. Les gains arrivent quand on se repose.
En entraînement, on brise le muscle, on déchire un peu la masse musculaire pour vraiment la développer, mais c'est au repos, en fait, qu'elle va devenir plus forte. Donc, c'est vraiment le repos est vraiment important dans la vie d'un athlète. Le week-end aussi, faire attention les fins de semaine de pas trop. Ça a tout le temps été mon petit vice caché, là. Aller voir mes amis, faire plein d'activités. Donc, ça a tout le temps été quelque chose qu'il fallait que je me concentre beaucoup à être sûr que je me repose assez durant les week-ends. Tu sais, j'aime ça aller faire de la randonnée, aller faire du vélo, aller. Donc, si je fais ça tout le week-end en plus de mon entraînement la semaine, j'arrive pas très reposée. Ben, franchement, merci, bravo. Merci. On a peut-être une question dans le chat. Fred, qui d'habitude, t'es verbomoteur, Fred. Si tu n'avais pas si tu n'avais pas choisi le Et judo, le judo. si tu n'avais pas choisi le judo, quel sport aurais-tu aimé pratiquer? En fait, j'ai essayé une coupe avant d'arriver au judo, donc ils n'ont pas été un franc succès. Le soccer, en fait, je cueillais des pissenlits au lieu de jouer au soccer, donc ça n'a pas été super bien. Je pense que en fait, durant le secondaire, il y a une année que j'étais inscrite au cheerleading, flag football, au scout et au judo en même temps. Ça a été une année un peu à droite et à gauche. Mais dernièrement, j'ai découvert le vélo de route. Donc, j'aime bien le vélo de route. Puis ça serait, je pense que si j'aurais pas eu le judo en ce moment, ça serait, j'aimerais bien faire du vélo de route. Mais sinon, c'est une bonne question. Est-ce que, puis là, c'est parce que tu as parlé de vélo de route, tu as parlé du judo beaucoup, puis tu as parlé des pissenlits avec le soccer. Ouais. Est-ce que tu penses que fondamentalement, comme athlète, tu es plus une athlète de sport individuel? Je pense que oui. En effet, Ah ouais? c'est beaucoup ça que, quand j'ai commencé le judo, c'est ça qui m'a donné peut-être le goût de faire du judo, dans le sens que c'est plus un sport individuel, ça reposait juste sur moi, tu sais, la Ouais. victoire ou la défaite. D'après moi, oui, je préfère peut-être plus le sport individuel. C'est intéressant comme réflexion. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Catherine, un gros merci. Oui, on a la main levée de Linda. Oui, allez-y. Problème de micro? On ne t'entend pas. Excusez. Oui, Okay, vas-y. excusez. En fait, s'il y a des jeunes qui t'écoutent, Catherine, comment tu résumerais une préparation à une compétition, là? Comment gérer l'alimentation avant une compétition? Comment gérer la déshydratation? Parce que ça, c'est nébuleux, la déshydratation pour un athlète dans les catégories de poids. Ouais. Quel impact aussi a la déshydratation sur les performances qui vont avoir lieu lors de la compétition? Comment t'expliquerais ça à un jeune qui commence à faire de la compétition? Comment gérer tout ça, là? C'est dur à résumer aussi court, là. Surtout la partie d'hydratation. S'ils sont capables, en fait, de faire le poids sans se déshydrater, c'est l'optimal. Mais rendu à un certain niveau, 1 kilo de déshydratation, ça se fait assez bien. En fait, ça, je le fais la journée de ma pesée. Je commence le matin, je me lève, mettons, le matin, je me pèse, puis je dois peser le soir à 8 h PM. Ah non, maintenant, c'est vrai, on devait à peser récemment à 6 h PM. Je dois peser à 6 h PM 63 kilos. Je ne dois pas être en haut. Je peux être en dessous, mais je ne peux pas être à 63,1, sinon je ne fais pas le poids. C'est le principe des catégories de poids. Donc, je me lève le matin, je pèse environ 64 kilos. Puis je sais que je suis capable de me déshydrater de 1 kilo en une journée. Donc, absolument, après ça, je vais prendre un petit déjeuner. Puis c'est clair qu'après ça, durant la journée, je ne vais pas boire d'eau parce que c'est du poids en plus. Et généralement, le déjeuner, ça va être une tranche de pain avec des tartinades, un peu d'œufs sur le côté. Et après ça, durant la journée, je vais soit faire du sauna pour perdre mon poids, soit faire du judo avec, on appelle ça un sauna suit. C'est comme un sac poubelle, en fait. C'est comme si je mettais un sac poubelle sur moi, puis je vais faire 1 heure de judo. Puis généralement, juste avec 1 heure de judo avec mon sac poubelle sur le dos, on sue assez pour perdre 1 litre de sueur et faire le poids. Donc, généralement, juste avec ça, je suis capable de faire le poids. Et la plupart du monde, en fait, généralement, c'est ça qu'ils font dans mon entourage au judo. Donc, généralement, une hydratation juste sur une journée, le plus court possible, faire ça sur 2-3 journées,
C'est trop épuisant sur le corps. Oui. Après que je me suis pesée, j'embarque sa balance, absolument, je pèse comme 62,9, 62,8. J'embarque sa balance, je me pèse, la fille, elle coche la case, elle est au poids. Et après ça, justement, je commence à me réhydrater. Oui. J'ai des boissons sportives comme exemple Gatorade. Je commence à boire ça après ma pesée. Je mange assez pour me préparer justement à ma compétition le lendemain. Et 1 kilo, ça se fait bien. Plus qu'1 kilo, 2, ça commence à être beaucoup. Mais en haut de ça, pour vrai, ça veut commencer à dire que peut-être que tu n'es pas dans la bonne catégorie de poids. Mais ça, c'est juste pour le poids, si on veut, la déshydratation pour l'eau à court terme, vraiment à court terme. On ne commence jamais, jamais à jouer sur l'eau 1 semaine avant, 2 jours avant, même à là. C'est vraiment, tu essaies de garder la déshydratation le plus court possible parce que ça a beaucoup un impact sur ton énergie le lendemain et ta compétition. Et sinon, justement, si on peut prioriser les pertes de poids, de gras à long terme, c'est-à-dire, mettons, une perte de poids sur 2, 3 semaines, 1 mois, pour être capable de perdre le poids tranquillement. On ne fait pas non plus des pertes de poids de 5 kilos en 1 semaine, c'est pas idéal. Mais tout ça, idéalement, c'est de parler avec une nutritionniste pour préparer ça parce que elle va savoir comment approcher le sujet sans non plus essayer de créer un problème alimentaire. Donc, si on peut le plus tôt possible intégrer une nutritionniste dans le processus ou juste de ne pas faire de perte de poids puis être dans quelle catégorie que ton poids est naturellement, surtout quand tu es jeune, ça c'est l'idéal. C'est plus simple à gérer pour autant le coach que l'athlète. Puis après ça, l'athlète va arriver en forme à compétition sans besoin de gérer son poids. Mais après ça, c'est clair qu'après ça, il y a l'alimentation sportive qui rentre en jeu, c'est-à-dire manger les bons aliments, bien manger parce que veux pas, même si tu fais le poids, c'est important de manger assez de protéines, assez de carbs, de glucides, assez de vitamines pour avoir l'énergie pour la compétition. C'est aussi important d'avoir ces éléments-là, de bien manger en général pour avoir de l'énergie pour la compétition. Ça répond-tu à la question complète ou j'ai pas manqué un bout? C'était parfait, je pense. Ben, merci beaucoup, Catherine. Merci on a fait 1h15 facile, ça a passé comme 5 minutes. Ouais. Bravo, ouais, bravo. Merci Merci. beaucoup. Super gentil, super apprécié. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Puis, on se voit peut-être la semaine prochaine, 19h, avec Maud Charon. Oui, Maud Charon, haltérophilie. Haltérophilie la semaine prochaine. Médaille d'or au jeu. Oui, exactement. Alors, une médaille d'or au jeu. Exact. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.